malheureusement ou heureusement donc des réponses des autres. Mais évidemment, donc quand c'est un document donc, qui était quand même assez important, puisque donc vous avez dans ce document presque tout, évidemment donc avec le cours d'aujourd'hui qui va compléter donc le cours sur Tristan Izur, vous avez presque tout dans ce document-là pour évidemment faire votre analyse, donc une intro, un paragraphe, une conclusion. Vous avez reconnu que la première page, ben, c'était évidemment le sujet amené. Donc, tous les éléments qui sont ici, c'est le sujet amené dans la première page. Ensuite de ça, ben, il y aura évidemment donc, des questions qui portent un peu sur toutes sortes de trucs, des thèmes, la souffrance, la passion, la fatalité. Donc, toutes des questions, évidemment, qui pourraient être posées, évidemment, donc, à votre groupe. Alors, donc, on va commencer avec la question donc, numéro 1. Donc, quel est le contexte socio-historique dans lequel cette œuvre a été écrite? Quels sont ses auteurs? Habituellement, donc, je sais que je présente le cours sur Tristan Izur avant qu'on fasse la préparation à l'analyse. Mais là, comme il y a un groupe que je ne verrai pas à cause d'un lundi qu'on a manqué, il y a un groupe que je ne verrai pas 2 fois cette semaine. Donc, j'ai préféré, évidemment, donc, donner le travail donc, avant donc, de faire le cours. Bon, quand même. Alors, donc, je ne sais pas, donc, monsieur Demers, par exemple, est-ce que vous pouvez donc nous parler un peu du contexte socio-historique donc, dans lequel cette œuvre a été écrite? J'ai pas compris, est-ce que vous dites mon son il bug un peu mes écouteurs. Fait qu'attends, est-ce que je peux changer d'écouteur? Non, ben nous, on vous entend bien, là. Mais moi je vous entends pas. OK, bon, ben parfait. Donc, ben, J'entends brouiller, ça fait boum boum. Mais OK, faut que je change mes écouteurs, fait que c'est commun. OK, parfait. Le son monte vraiment haut, puis ça détruit mes oreilles littéralement, là. Ça va. Donc, monsieur Krasokopoulos, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments donc, du contexte socio-historique? Ouais. Parfait, J'ai écrit que c'est le temps du Moyen Âge. parfait. On peut en déduire cela avec la courtoisie, le rang de féodalité et l'amour éternel. Parfait. Donc, la courtoisie, donc le courant courtois fait partie, non, ici, on ne parle pas tout de suite de littérature courtoise, parce que sinon, on serait dans le contexte littéraire. Mais évidemment, on parle donc de courant courtois, donc de féodalité, effectivement, donc en tout ça. Donc, on peut mettre plusieurs éléments donc dans le contexte socio-historique. On aurait pu ajouter donc les croisades, la guerre de 100 ans, donc bon, tout ça. Évidemment, en lisant l'extrait, vous vous doutez bien, évidemment, que l'idée, c'est d'amener son sujet. Alors, évidemment, le sujet ne portera pas ici sur la guerre, puisque l'extrait, évidemment, donc, il n'y a pas vraiment question de guerre ou de bataille dans cet extrait-là. Alors, évidemment, donc, il y aura d'autres éléments. Mademoiselle L'Église, est-ce que vous avez ajouté, donc, est-ce que vous pouvez ajouter d'autres éléments du contexte socio-historique qui seraient donc peut-être intéressants pour notre extrait, en fait? Bah, c'est vraiment ça que j'ai mis, moi aussi. J'ai mis l'amour éternel, la courtoisie. C'est OK. ça. OK, au dernier cours, on avait vu plusieurs éléments donc, qui amenaient un peu donc, la naissance de l'amour courtois. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, on parlait beaucoup des relations donc, homme-femme, entre autres. Là. Monsieur Raymond, monsieur, monsieur Fodgebach, vous voulez nous dire quelque chose? Le fin amour. Oui, le phénomène, exactement, ça fait partie aussi donc, des éléments du contexte. Il faudra en choisir un. Je ne veux pas une liste d'épicerie en disant il y a eu le phénomène, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, vous choisissez un élément en relation avec le sujet que vous allez avoir, avec la question, parce qu'on dit donc il faut amener son sujet. Alors, peut-être que pour certains, ça sera le phénomène, pour d'autres, la courtoisie. Quoi, c'est un peu, c'est similaire là, quand même, mais bon. Monsieur Raymond, vous, est-ce que vous avez d'autres éléments peut-être? Ben, je sais qu'au dernier cours, on avait parlé de l'importance des femmes qui commençaient vraiment à émerger avec le culte de Marie, puis les maris qui étaient partis à la guerre, c'est comme ça change un peu de la brutalité des hommes dans le courant épique qui devient un peu plus les hommes deviennent un peu plus compliqués, les personnages masculins là, comme on voit, mettons, vous aviez comparé Tristan à Roland, puis c'était deux personnages qui étaient complètement différents dans leur façon de penser. Oui, très bien. Pour le culte marial, c'est super. Donc, pour les rapports hommes-femmes, très bien. Donc, ce sont tous des éléments du contexte socio-historique qui seraient peut-être des éléments qu'on pourrait utiliser donc, pour le sujet amené. Merci donc à ceux qui ont répondu. Évidemment, donc lorsqu'on parle des personnages plus complexes ici, donc M. Raymond le mentionnait, mais là on tombe dans le deuxième point, dans le fond, qui est le contexte littéraire. Donc, je sais pas, donc M. Chouinard, pour le contexte littéraire, la deuxième question, donc à quelle époque et à quel type d'œuvre appartient ce texte? Bon, à quelle époque, on l'a déjà mentionné, là, mais donc à quel type d'œuvre, c'est quoi le courant littéraire? Ben, le type d'œuvre, c'est dans les épopées puis dans les. Ben, en fait, non. C'est plus comme le roman, c'est le début de la littérature française, là, Ouais, donc, pas en latin. Ça a été écrit vers les années. Ben, en fait, j'ai mis la version de Joseph Bédier,
qui a été retravaillé vers les années 1900. OK, parfait. Puis, c'est pas mal ça. Là. Oui, c'est très bien. Donc, le courant courtois, donc, il faut bien mentionner, c'est la littérature courtoise, le roman de chevalerie ou littérature courtoise. Merci de me mentionner. Donc, dans la question précédente, on a oublié de nommer les auteurs. Donc, et habituellement, donc, quand je donne mon cours sur Tristan et Isolde avant, on a les auteurs. Là. Je ne sais pas, donc, monsieur Bellandran, est-ce que vous avez trouvé quelques auteurs, évidemment, donc, qu'il y avait, parce qu'il y a plusieurs versions. Vous ne serez pas obligé de nommer tous les auteurs qui ont, évidemment, donc, en fait une version de Tristan et Isolde, mais il faudra spécifier, par contre, que vous travaillez sur la version de Joseph Bédier, donc de 1900. Donc, il faudra vraiment spécifier ça. Donc, monsieur Bellandran, est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez retenus, des noms d'auteurs? Oui, mais moi, j'ai pris les plus populaires. Il y avait Béroul, Thomas d'Angleterre, Chrétien de Troyes, puis Joseph Bédier. Puis il y en avait une autre, mais je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est ça. Oui, c'est parfait, donc très bien. Donc, vous pouvez nommer, donc, par exemple, donc, on sait que Tristan et Isolde, il y a eu plusieurs versions, notamment celle de, je ne sais pas, Chrétien de Troyes, celle de Béroul, mais donc, notre analyse portera, elle, sur la version, donc, de Joseph, et pas, non, j'ai dit notre analyse, non, on travaillera, donc, sur la version de Joseph Bédier. Donc voilà. Évidemment, donc, pour le courant courtois, donc, il faudra nommer le courant courtois, mais vous pouvez donc ajouter une certaine caractéristique au courant courtois. Est-ce que certains ont nommé quelques caractéristiques de cette littérature? Juste pour préciser à votre lecteur que, bon, on ne peut pas juste nommer, OK, c'est la littérature courtoise. Il faudrait juste préciser. Monsieur Aziz, est-ce que vous avez donc quelque chose pour nous? J'ai pas fait cette question-là. J'ai pas fait la 2 et la 3 parce que je sais pas. OK, donc le contexte littéraire, maintenant, c'est vraiment le... Mademoiselle Fuentes, pardon, si vous avez donc quelque chose pour nous? Non, j'ai juste écrit roman courtois du Moyen-Âge. Ouais. OK, parfait. Oui, ben c'est correct. Donc, alors, on peut spécifier, donc, il y a personne qui a comme quelques caractéristiques donc, de la littérature courtoise. Vous les avez dans vos notes de cours. Donc, c'est une littérature aristocratique. Donc, on parle de l'amour platonique. Elle imite, donc, elle illustre le raffinement de l'élite intellectuelle. Bon, c'est genre juste une phrase ou deux pour préciser un peu c'est quoi, donc, la littérature courtoise. Donc, voilà pour ceci. Donc, ça, c'est le sujet amené. Donc, contexte socio-historique, contexte littéraire. Il faut choisir les éléments. Il faut bien amener son sujet par rapport, évidemment, à la question que je vais vous poser. La question ne sera pas aussi simple de montrer c'est quoi l'amour dans Tristan et Isolde. On s'entend, il y aura des nuances, évidemment, avec les thèmes qui sont abordés à travers donc, ce petit document. Maintenant, donc, situer cet extrait dans le roman, qui sont les personnages de cette scène, où en est l'action au moment donc, où elle commence. Donc, M. Jaillet, est-ce que vous pouvez donc nous indiquer cela? Oh, je vous entends pas, M. Jaillet. Oh, attendez un petit peu. Ouais. Excusez-moi, donc je vais juste admettre quelqu'un. OK, donc oui, donc Monsieur Terrien dans ce cas-là. Monsieur Terrien? Oui. Parfait. Moi, j'avais pas fait le premier, j'avais seulement trouvé où l'action était, puis j'avais marqué le nerf tranchant les vagues profondes emporter les œufs. Ça, c'était pour dire où ça se passait. OK, c'est parfait. Donc, vous comprenez bien qu'ici, c'est juste pour situer. Donc, vous savez que je vous ai dit qu'il fallait faire un résumé à un seul endroit dans une analyse littéraire. Ben, c'est dans l'introduction. C'est un résumé d'une ligne en disant, ben, l'analyse portera sur le chapitre 4 au moment où Tristan, Isolde et Brangien, donc, volent vers Tintagel, où ils sont sur la nef, ils viennent de boire le filtre. Donc, peu importe, évidemment, si vous avez en ces réponses-là, l'idée, c'est de situer pour votre lecteur, évidemment, donc, où se passe l'action. Donc, c'est juste une phrase. Pardon, M. Médard, oui? Donc, c'est juste une phrase, il faut résumer une phrase, c'est ça? Oui, à peu près une phrase, c'est pas plus long que ça. Je ne veux pas un long résumé et tout, là. Donc, c'est vraiment une phrase de résumé. Comme on disait avec la chanson de Roland, c'était l'analyse portera sur la seconde partie de la chanson de Roland où Roland trouve l'amande. That's it. Donc là, c'est le même principe. Donc, les amants viennent de boire le fil. Et ça pourrait être juste ça, le résumé. Donc, moi, je sais que dans le chapitre 4, évidemment, je le sais, mais pensez toujours que votre lecteur ne connaît rien de Tristan et Isolde, il ne sait pas c'est quoi non plus un procédé d'écriture, les métaphores que vous soyez, prenez-le par la main, vous me dites, là, c'est le chapitre 4, c'est au moment où ils viennent de voir le film. Bingo. Donc voilà, donc ici, vous avez donc pour la première page, votre sujet amené. Dans le sujet posé, ce sera ma question. Le sujet divisé, il ne sera pas vraiment divisé, puisque, évidemment,
il n'y a pas donc deux idées principales, il n'y a donc qu'une seule idée principale. N'oubliez pas donc dans votre sujet divisé, je ne veux pas de secondaire. Donc, vraiment une seule idée principale, c'est tout. Excusez-moi. Donc, par exemple, donc maintenant, donc, question numéro 4. Donc, ici, peut-être que ma question est un peu mal formulée parce que j'ai eu certains étudiants qui ne savaient pas trop ce que j'entendais par image. Dans le fond, ici, c'est une image au sens rhétorique, donc, du terme. C'est-à-dire une comparaison, une métaphore, donc, en tout ça. Donc, je pose la question. Donc, ici, quelle est l'image, donc, à la page 43, donc, qui illustre la nature ambivalente de l'amour? N'oubliez pas que donc votre extrait commence vraiment donc à la nef cinglée. Donc de nouveau, la nef cinglée vers tête à gel, donc c'est-à-dire pour ceux qui ont l'édition recommandée, donc à la ligne 740. Donc il n'y a pas grand-chose à la page 43, il n'y a que quelques lignes. Alors évidemment, il fallait trouver l'image dans cette ligne. D'une part, évidemment, donc la question est la suivante, donc la nature ambivalente. Donc si je demande à M. Guièche, par exemple, donc qu'est-ce que ça veut dire ambivalent? Oui, bonjour. Bonjour. Ok, la nature ambivalente de l'amour, c'est ça? Ben, on veut dire la nature qui est vraiment une grande, ben, qui montre l'amour entre les deux, en fait, qui est vraiment, disons, ben, une grande amour entre Tristan et Isolde. Oui, mais ambivalent, y a quelqu'un qui a véritablement cherché dans le dictionnaire, parce que c'est une nuance importante, l'ambivalence, la question c'est ça, donc M. Raymond? Ambivalence, c'est comme qui est indécis un peu. Oui, exactement, donc qui montre des valeurs opposées, des sentiments donc contradictoires un peu, si on veut, ou une espèce de simultanéité de deux sentiments qui ne sont pas nécessairement contradictoires. Dans le cas ici, c'est un peu contradictoire, si on veut. Et donc, M. Raymond, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle était cette image? Ben, il semblait à Tristan qu'une rose vivace aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le centre de son cœur. Exactement. Donc, ici, il semblait, donc c'est comme pareil à, comme, donc c'est une comparaison, il semblait à Tristan, donc une ronce, donc la métaphore de la ronce, elle est constante. On appelle ça une métaphore filée parce qu'elle est présente tout au long de l'œuvre, donc dès le début et à la fin. Vous vous souvenez des ronces, qui pénètrent les tombeaux, machin, trucs comme ça. Donc, la métaphore de la ronce. Ici, il y a une figure importante aussi, donc pour montrer l'ambivalence. Donc, c'est l'antithèse. Donc, l'antithèse qui est évidemment donc celle entre donc les fleurs odorantes et les épines aiguës. Donc cette antithèse-là, donc c'est pour ça que rien n'est gratuit donc dans une œuvre littéraire. L'auteur veut montrer le caractère ambivalent, les sentiments partagés donc des personnages. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit comment je pourrais montrer deux sentiments opposés. Bien, je vais prendre une figure d'opposition. Ici on avait vu l'oxymore. Ici on a une antithèse qui montre justement donc que l'amour est magnifique, donc c'est un sentiment merveilleux, donc ça sent bon, c'est beau, c'est odorant, les fleurs, mais en même temps que ça fait souffrir, donc et que ça fait mal, parce qu'évidemment ils sont tous, on va le voir plus loin, donc ils souffrent tous de quelque chose, de culpabilité, donc peu importe, et évidemment c'est des épines, ben incarnent donc cette souffrance. Alors, évidemment donc c'est ce qui montre, c'est cette image qui montre donc la nature ambivalente donc de l'amour. Maintenant, donc, question numéro 5, je ne sais pas, donc, Monsieur Suarez, question numéro 5, donc, relever tous les termes appartenant au champ lexical le plus important, donc, dans les lignes 754 à 763. Selon vous? Ça, c'est numéro 6, monsieur. C'est numéro 6? Et vous avez sauté le numéro 4? Oui, parce que désolé, M. Fodgebach, j'ai enlevé le numéro 4 parce que j'ai envoyé un premier document. Ensuite de ça, je me suis dit, c'est un peu trop compliqué le numéro 4 parce que dans le fond, c'était pour situer, donc pour contextualiser vos citations, on n'a jamais les mêmes, c'est un peu trop compliqué, donc je l'ai enlevé. Alors, malheureusement pour ceux qui l'ont fait, là, quand même, donc parce que là, c'était pour vraiment contextualiser les citations, là, c'est pour mettre peu importe, donc vous les contextualisez quand même, mais là, je me rendais compte que dans le fond, à chaque fois que je fais l'exercice, ouais, mais moi j'ai écrit ça, puis là, moi j'ai écrit ça, puis en même temps, tout le monde a un peu raison, fait que c'était un peu le bordel, alors j'ai comme éliminé donc le quatrième. Alors donc, mettons, j'ai changé, donc, la 6e pour vous, la 5e pour d'autres, là. Donc, relever donc, les termes appartenant au champ lexical le plus important et nommer donc ce champ lexical. Donc, M. Suarez, c'était? Moi, je parlais comme la passion d'amour. OK. Quels seraient les termes parce que passion, c'est pas mauvais, là, mais quels seraient les termes de ce champ lexical-là?
J'avais trouvé irrité en son cœur, l'angoisse, languisé, séparé et tremblé. OK. À cause que c'était comme souffrant pour Tristan et Isolde, à cause c'est peut-être plus les termes que j'ai choisis, à cause que la patience est à cause de sa définition originale. Oui, aussi. c'est très bien, exactement. Donc, le champ lexical, on peut le nommer comme ça, la passion, exactement. Et les termes qui sont reliés, ben, c'est des termes qui font souffrir, parce que théoriquement, quand on cherche dans le dictionnaire, pas dans tous les dictionnaires, mais quand on cherche la première occurrence du mot passion, ben, c'est souffrance. Donc, patio, passion du Christ, donc la souffrance du Christ. Alors, donc, très bien, M. Suarez, donc il y avait douloureuse, angoisse, cruellement, tourmenté, mal, aveugle, malheureux, languissant. Alors, donc, n'oubliez pas, aussi, donc, séparé, tremblé, bon. Alors, n'oubliez pas, évidemment, que... oui? Oui, et aussi, j'avais mis horreur du premier aveu. Oui, horreur, tout simplement. Moi aussi, j'avais indiqué, donc, horreur, tout à fait, oui. Donc, n'oubliez pas, donc, quand c'est utilisé comme le procédé du champ lexical, bien, il faut le nommer. Donc, par exemple, si l'auteur utilise donc, le champ lexical de la passion, donc, composer des mots. Là, moi, je n'ai pas allé dans l'extrait précédent pour essayer, moi, de trouver les mots qui composent le champ lexical. Vous devez nous dire, prenez-moi par la main, vous dites, regarde, il y a un champ lexical, ça s'appelle la passion, et il utilise les mots tels que, et là, chaque mot, donc, douloureuse est entre guillemets, virgule, angoisse, entre guillemets, virgule, tourmenté, angoisse, entre virgule, entre guillemets, virgule. Donc, vous ne mettez pas 2 mots non plus pour un champ lexical, j'ai au moins 4 à 5 mots, ça fait quand même ce qui forme dans le champ lexical. Alors, donc, oui? C'est une erreur, donc, d'avoir mis comme champ lexical la souffrance. Non, c'est correct, ça marche, c'est parfait, ouais, c'est très bien. Non? Passion, souffrance, c'est parfait, donc très bien. Oui, parce qu'ici, c'est pas l'amour, donc l'amour vraiment, donc la sensualité ou un truc comme ça, c'est plutôt souffrance ou passion, comme M. Suarez l'avait donc mentionné. Alors justement, donc la suite, donc question B, donc lisez l'article passion donc, du dictionnaire Robert. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Robert, mais si jamais vous voulez donc vous procurer des bons dictionnaires pour toute une vie, là, vous achetez donc le Robert 1 et le Robert 2. Donc, pourquoi 2 dictionnaires? Bon, on ne peut pas traîner ça à l'école, effectivement, mais parce que donc, si on prend un Larousse, par exemple, où il y a la moitié des mots qui sont des noms communs, bien, il manque des noms propres, bien, c'est séparé en deux, tandis que le Robert 1, bien, ce n'est que des noms communs, et le Robert 2, ce ne sont que des noms propres. Ah, évidemment, donc, il y a beaucoup plus donc, de trucs. Je ne prêche pas pour le dictionnaire Robert, mais c'est quand même les meilleurs dictionnaires. Alors, donc, passion, donc, M. Thibault, est-ce que vous avez donc quelques définitions concernant donc, le terme passion? Ah, je ne vous entends pas, M. Thibault, je suis désolé. Bonjour. Ah, bonjour, parfait. Là, c'est la question 5B. Oui. Moi, je dis que la passion, c'est un état qui domine le mental, dans le fond. Oui, parfait. Donc, on avait affectivité violente qui nuit au jugement. Donc, on pourrait voir ça comme ça, qui domine en l'esprit. Ici, vous voyez bien qu'on est dans qu'on appelle la dénotation. Ça, on a déjà vu, on a travaillé là-dessus. Donc, la dénotation, la connotation, ben ça, c'est un autre procédé. Si l'auteur utilise donc tel terme, bon, machin, alors donc envoyé. Oui, donc très bien, M. Thibault. Est-ce que vous avez donc une autre définition? Non, c'est ça que j'ai marqué. OK, parfait. Donc, on peut en utiliser donc plusieurs, quand même, parce qu'il y avait plusieurs définitions au terme passion. C'est ça, on ne parlera pas ici des passions du jeu, parce qu'il y avait aussi ça, la passion du jeu. Ici, ce n'est pas le cas vraiment. Ça ne servirait pas vraiment. Mais on a souffrance. Donc, d'une part, ça, c'est essentiel. Donc, c'est la première occurrence donc, du terme. Donc, passion égale souffrance. Donc, on avait aussi un état affectif, donc émotion, sentiment, c'est ce qu'ils vivent. Une obsession, donc amour, inclinaison durable, obsession, et aussi donc activité violente, donc qui nuit au jugement, donc opinion irraisonnée, affective, violente. Donc, c'est la dénotation donc, du terme que l'on pourrait peut-être éventuellement utiliser si jamais vous avez à utiliser en cela. Maintenant, donc, c'est donc expliquer la souffrance donc, de chacun des personnages. Donc, ici, donc, bon, je ne sais pas, M. Bouziane, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des personnages? J'ai pas fait ces questions. OK, donc, M. Bouziane. Cette question-là seulement ou. Tantôt, je l'ai questionné aussi, non, il me semble? Non, la plupart. OK, parfait. Donc, je vais inscrire ça tout de suite, comme ça, donc je vais retrancher 5% sur votre évaluation au prochain cours. Non, c'est pas. Je peux pas faire ça. C'est pas que ça me tente pas, mais bon, je peux pas faire ça.
Mais bon, Monsieur Desormes, pouvez-vous nous aider, donc, s'il vous plaît, avec la question numéro C? Non, j'ai pas fait la question. OK, parfait. Monsieur Verdoud, est-ce que votre caméra est ouverte ou vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. OK, la caméra, vous êtes au collège ou? Attendez, là. OK, je vous ai perdu. Parlez donc que je vous vois. Non, nous avons perdu Monsieur Verwood. OK, donc, Monsieur Doré, par exemple, est-ce que vous pouvez nous aider donc, sur cette question-là, donc, expliquer la souffrance donc, de chacun des personnages? Monsieur Doré? Ah. Oui, allô? Oui, parfait, vous êtes là? Oui, moi, j'ai pas fait cette question-là. OK, parfait. Désolé. Mademoiselle Id, est-ce que vous pouvez nous aider sur cette question, s'il vous plaît? Je vois que vous êtes, que vous voulez répondre absolument en disant « Mais ils n'ont pas travaillé, cette bande de nazes. » J'ai écrit que Iseult, qui haïssait beaucoup la cause du décès de son père, elle qui haïssait Tristan, parce que par ses ruses et sa façon douée de parler, il l'a arraché de son pays et de sa mère. Et donc, il va l'amener vers un royaume ennemi pour marier un roi. Et maintenant, elle commence à avoir des sentiments pour lui, comme elle souffre pour ça. Et Tristan, il souffre parce qu'il va trahir son souverain, qui est le roi. Et trahir son souverain n'est pas une valeur d'un chevalier. Et donc, il va trahir son oncle que lui, il a accueilli dans son royaume, avant même qu'il sache qu'il est comme son oncle, comme qu'il est le fils de sa sœur. Donc, c'est pour ça qu'il va souffrir. Oui, très bien. Donc, tout le monde a bien compris. Et il y avait donc le troisième personnage. Donc, pourquoi, merci Mademoiselle Id, donc pourquoi souffre Brangier? À cause qu'il a échoué son devoir que la mère d'Iseult lui a demandé à faire, de garder le filtre et de donner le filtre seulement à Iseult et au roi Marc dans leur nuit de noces. Oui, c'est une forme de culpabilité, très bien, effectivement. Donc, c'est la souffrance. Donc, on voit ici, donc, passion, souffrance. Donc, il y a beaucoup de termes, c'est assez sombre, là, quand même, donc, cette histoire, malgré que c'est un des grands mythes de l'amour, mais c'est un mythe de l'amour fatal, quand même. Bon. Maintenant, très bien, donc, relever les termes appartenant au champ lexical de la domination, mais expliquer en quoi ils sont caractéristiques de l'époque et aussi pourquoi là, je n'ai pas mentionné, mais pourquoi ils pourraient nous servir dans notre extrait, si on veut. Donc, on a seigneur, homme lige, vassal, révérer, servir, maître, force, domine, serve, assonner, épée, même. Donc, tout ça font partie donc, du champ lexical donc, de la domination. Et c'est quoi le lien vraiment donc, avec l'amour courtois ou avec leur relation amoureuse? Monsieur Raymond? Ben, ce que j'ai écrit, c'est que dans la nuit de... Comment il appelait ça? Je me rappelle pas, là, mais c'était la femme qui dirigeait, puis la femme prenait vraiment de plus en plus d'importance dans les relations. Fait que je me disais que c'était pour ça qu'il en parlait. Oui, vous êtes sur la bonne voie. C'est que là, on l'avait parlé, dans l'amour courtois, ben, le rapport amoureux, il est basé un peu sur le rapport féodal. Donc, dans le rapport amoureux, vous avez évidemment donc, la suzeraine, qui est donc la reine, si on veut, et le vassal, qui est l'homme. Dans le système féodal, on a le vassal, évidemment, le suzerain, par exemple, et ses vassaux ou son vassal. Donc, c'est copié donc, sur le système féodal. Et évidemment, donc, c'est pour ça qu'il y a il y aura une transformation aussi. Donc, à un moment donné, elle va dire, donc, tu es ma il va dire, donc, je suis ta serve. Donc, les rôles vont s'inverser tranquillement. Donc, la suzeraine, donc, Iseult va devenir, elle va dire non, je suis ta serve aussi. Donc, il y a des espèces donc, d'échanges à travers donc, leur jeu donc, de pouvoir, à travers donc, tout ça. Donc, c'est un autre champ lexical que vous pourrez peut-être utiliser, peut-être que non, on verra donc quand même. Donc, quel est le personnage qui prend l'initiative de l'aveu? Donc, monsieur, je sais pas, monsieur Doré? Ah, monsieur Doré est occupé. Alors donc, je ne sais pas, monsieur Terrien. Monsieur Terrien, je ne vous vois pas. Pouvez-vous donc baisser votre caméra, s'il vous plaît? Je n'aime pas trop voir encore. Encore. Je n'aime pas ça voir le plafond. Merci, monsieur Terrien. Donc, question B et C.
Lesquels exactement? Donc, question B, je sais pas, vous étiez toujours avec nous? Vous étiez... Ouais. OK. Donc, c'était la 6. Donc, directement sur le document 6B. Donc, quel est le personnage qui prend l'initiative de l'aveu? Iseux. Parfait. Observez l'emploi des pronoms personnels dans l'échange entre Iseux et Tristan et que remarquez-vous? Tristan parle à Iseux comme si mais il vous voyait, puis Iseux lui parle comme si elle lui appartenait. OK, il y a une espèce, vous êtes dans le bon sens, mais il y a une espèce donc de passage donc, du vouvoiement donc, au tutoiement. Donc, de cette façon, vous allez voir, à un moment donné, ils vont se tutoyer. Alors donc, ici, qu'est-ce que ça crée dans le fond? Donc, quand l'auteur n'a pas choisi ça, parce que ça aussi, c'est un procédé. Sinon, il aurait dit, ils vont parler juste en se vouvoyant tout le temps. Mais là, ils vont se tutoyer. Alors, qu'est-ce que ça crée comme effet? Donc, quel était le but recherché par l'auteur donc en utilisant ces types de procédés ou ces types de pronoms? Dans l'Église, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Ben, ça... comment dire? Je trouve pas les mots. Ça fait comme un lien, on va dire. Au début, ils se respectaient. Ben, pas ils se respectaient, mais ils étaient moins liés l'un à l'autre. Que là, on remarque au courant du texte qu'ils se lient de plus en plus en se tutoyant, justement. Oui, exactement, tout à fait. Donc, ça crée un effet donc, de rapprochement, un effet, donc, on pourrait dire, de familiarité, une espèce de réponse égalitaire, parce qu'elle se disait donc la suzeraine, mais évidemment, elle va dire non, je suis ta serve aussi, évidemment, donc en tout ça. Et c'est un peu donc le même principe que lorsque vous allez chez vos beaux-parents, par exemple, ou la première fois que vous rencontrez donc les parents de votre nouveau copain, vous ne les tutoierez pas. Donc, théoriquement, j'espère que vous ne faites pas ça, là, quand même. Donc, donc vous ne direz pas, donc, hey, Michel, salut, ça va? Vous allez dire, écoutez, monsieur Raymond, par exemple, ou monsieur Méda, ou madame l'Église, c'est comme ça. Et éventuellement, la dame ou le monsieur va dire, écoute, là, Émile, tu peux me tutoyer, ça va, c'est correct, c'est bon. Maintenant, c'est ce passage-là qui fait que, justement, donc, au départ, on ne veut pas créer une trop grande familiarité. Parce que moi, j'aimerais pas ça que des jeunes, même j'aime pas non plus quand mon fils, il vous voit toujours, tu sais, quand même, il va ailleurs, il vous voit, il a 11 ans, jusqu'à temps que la personne dit, écoute, là, tu peux me tutoyer, Louis-Philippe, il n'y a pas de problème, un truc comme ça. Mais je trouve ça important aussi, donc faites-le quand même, faites-le, je pense que c'est une bonne chose. Alors voilà, donc, soumission et égalité s'entrecroisent, familiarité qui s'installe, donc autre procédé. Donc, vous voyez, donc, tout est procédé dans un texte. On a parlé, donc, la notation, la connotation, les figures de style, les pronoms personnels, peu importe, donc, les verbes d'action, les adjectifs qualificatifs, on ne peut pas tout voir, les procédés, mais vous, en lisant, vous êtes capable de voir, tu sais, quand même, et de bien travailler. Monsieur Terrien, votre caméra, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous savez que bientôt, vous n'aurez pas le choix quand même, donc à la demande des professeurs, que si on a reçu un message récent, vous êtes toujours là, je pense déjà parlé, c'est super sympathique, je suis content que vous soyez donc à la caméra ouverte là, quand même. Donc, Monsieur Demers, vous êtes où? Monsieur Demers? Ah donc, Monsieur J'essaie d'arranger des trucs. Ah oui, ok, parfait, Monsieur Demers. Ah donc, je suis content. J'écoute toujours, je suis toujours là, monsieur. Vous soyez tous là quand même à caméra ouverte, parce que bon, j'ai mes collègues qui disent, c'est pas si grave que ça, là, j'ai des étudiants qui sont cachés, là, mais moi, je préfère vous avoir. Donc, et là, heureusement ou malheureusement, donc, ce serait donc, vous devrez signer donc une espèce d'entente, comme quoi que vous serez toujours à la demande de vos professeurs à caméra ouverte. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, que votre prof vous dise, moi, ça ne me dérange pas, vous pouvez fermer vos caméras. Mais moi, je veux vous voir. Je trouve ça plus intéressant quand même d'enseigner avec des gens qui sont là quand même. Là, donc, bon. OK, donc, merci pour cela. Donc, quels sens de fatal sont illustrés par la fin de l'extrait? Donc, n'oubliez pas que vous travaillez sur la page 46 inclusivement. Là. Donc, vous n'arrêtez pas à la partie assurée, là, vous travaillez sur la page 46 au complet. Évidemment, donc, quels sens de fatal sont illustrés par la fin de l'extrait? Donc, il y aurait comme 3 sens qu'on aurait pu retenir. Je ne sais pas, donc, M. Méda, est-ce que vous avez une idée donc, d'une signification qui est proche pour notre extrait? Mais moi, j'ai mis le sens de l'inévitable. Comme Tristan et Iseux ont commencé d'aimer un et l'autre après avoir bu le vin magique de la mère d'Elisa. Oui, donc. Il a dit qu'ils vont s'aimer jusqu'à la mort. Oui, très bien. Donc, il y a un très, très bel euphémisme aussi qui montre ça. Là. Donc, bon, je ne vous le dirai peut-être pas, là, mais bon, vous le verrez. Donc, je peux bien vous le dire. Donc, lorsqu'Iseux a dit, donc, la voix est sans retour. Lorsque Brangin dit, la voix est sans retour. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est inévitable. Aussi, donc, un autre, donc, je ne sais pas, donc, M. Jaillet, est-ce que vous avez donc un petit, votre micro marche-tu, là, M. Jaillet, ou non, ça va, c'est bon.
Monsieur Marcabi, est-ce que vous pouvez donc nous donner donc, un autre sens de fatal qui serait bon pour notre extrait? Mais moi, j'ai cherché, ça m'a montré quelque chose d'inévitable. OK. Donc, comme, même si Tristan et Isolde essayant de ne pas tomber en amour, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter, ça va arriver quand même. Et même si, comme, par exemple, Tristan ne voulait pas tomber en amour d'elle, ça va arriver. OK, très bien. Un autre sens que inévitable, je sais pas s'il y a quelqu'un, parce que, tu sais, on dit fatal, c'est fatal, donc ça a une signification bien précise. La plus répandue, ce serait laquelle? C'est la mort. Oui, la mort, exactement. Donc, quand qui mène à la mort, exactement. Donc, quand fatal, on dit c'est une histoire fatale, un accident fatal, bon, peu importe. Et donc, il y a une très, très belle métonymie, donc, quand on dit, donc, quand vous avez bu l'amour et la mort. Donc, si on ne boit pas vraiment l'amour et la mort, on boit un liquide qui contient l'amour et la mort, donc, mais pour montrer cette espèce donc, de signe de mort. Et enfin, donc, le destin, donc le troisième sens qu'on pourrait dire, donc, c'est vraiment l'idée donc, du destin. Et donc, une super belle allégorie donc, du destin que je vous laisserai en trouver, évidemment, donc, lorsque vous ferez, évidemment, si vous en avez besoin, lorsque vous ferez votre travail. Et enfin, donc, bon, ça va relever les mots, expressions caractéristiques du Moyen-Âge, vassal, seigneur, homme lige, bon, ça va. Et enfin, donc, je n'expliquerai pas là, où vous les avez trouvés. Et sinon, ben, le récit peut prendre 3 formes, narration, dialogue et monologue. C'est peut-être donc aussi pour contextualiser vos citations, cette partie-là. Si vous dites, ben là, c'est dans le dialogue entre Tristan et Iseult, c'est dans la partie narrative, donc de l'extrait, ou c'est dans la partie donc du monologue de Brangien, bon, ça pourrait vous aider à contextualiser vos citations. Donc, c'est plus pour ça, évidemment, que je posais ce type de questions. Donc, voilà, donc c'est un petit document qui a l'air de rien, mais qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans, donc je pourrais poser plein de questions, évidemment, donc sur tout cela. Mais donc, bon, comme je dis, donc, pour la première analyse, tout le monde est équipé un peu de la même façon. Évidemment, pour la dernière analyse, ben, théoriquement, j'ai 3 analyses ensemble, mais là, pour la dernière analyse, vous n'aurez pas un document comme celui-ci. Vous aurez à faire vos recherches sur le contexte socio-historique, machin. Il n'y aura pas non plus un document sur les procédés, comme on en trouve ensemble. Vous l'avez fait, certains l'ont fait, certains l'ont pas fait. Et là, tout le monde part un peu pareil et vous pourrez donc faire un bon travail, j'imagine, avec ceci. Donc, bon. Alors donc, comme je dis, donc, je dois vous quitter là, pour aujourd'hui. Je suis désolé. Ben, je ne suis pas sûr que ça vous dérange pas du tout, qu'on finisse un peu plus tôt. Mais évidemment, donc, je vous quitte et on se revoit donc mercredi. Alors, mercredi, c'est un cours, donc, je vais envoyer donc, le cours sur Tristan et Iseult. Donc, lisez-le bien, puisqu'évidemment, il y a beaucoup d'informations pour l'analyse aussi. Donc, on peut pas, tout n'est pas contenu que dans ce document-là. Donc, dans le cours que je vais envoyer tantôt. Donc, lisez-le bien. Si vous avez la chance donc d'écouter l'extrait de Wagner, de l'opéra de Wagner, donc quand même. Et malheureusement, donc je suis un peu désolé, j'aurais aimé ça donner le cours là, sur Tristan, mais donc je suis un peu pris par le temps. Alors donc je vous l'envoie et on en rediscutera évidemment donc si vous le voulez donc en mercredi. Sinon mercredi, ben je revois toutes les consignes et ensuite de ça, ben, je serai en dispo là, pour certains qui auraient donc des questions précises sur le fonctionnement donc de l'analyse. Alors je souhaite à tous donc une excellente fin de journée. On se revoit mercredi à 14h si je ne m'abuse. Ouais. Donc,